Vous avez vu, nous avons vu ensemble tous ces séries d'éléments qui ont fait que la rumeur a pris feu ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux. On a des véritables questions. On a vu l'emploi du temps de Donald Trump, le côté inhabituel pour Trump et pour les présidents en général de ne pas être présent. On a même parlé de l'article 25. D'ailleurs, Thomas, je pense qu'on a une vidéo à ce sujet parce que on voit, hein, c'est assez ironique. Je suis pas forcément je suis pas forcément d'accord sur l'utilité d'en parler maintenant et le côté ironique parce que au moment du mandat de Joe Biden, c'était les républicains qui en permanence parlaient de l'article 25. Et là, on va voir une élue, Maxine Waters, une élue du côté démocrate qui est venue parler pour la première fois de l'utilisation de l'article 25 contre Donald Trump, donc qui permettrait de le remplacer, de lui retirer la présidence parce qu'il ne serait plus intellectuellement ou physiquement capable d'assumer ses fonctions. Vas-y Thomas. Even though I know it may not happen, the cabinet that he's appointed, a bunch of his sycophants who probably won't do what I would recommend. It is time to call for Article 25 of the Constitution of the United States of America to determine his unfitness. Voilà, donc ça fait partie du cirque politique, ce genre de déclaration. Je voulais, pour être complet, vous la partager. Mais il y a eu d'autres choses plus inattendues parce qu'elles viennent directement du camp de Donald Trump, involontairement ou volontairement, qui font que tout ça a pris cette ampleur. On va écouter Donald Trump qui fait une interview par téléphone avec Fox News et on est toujours dans la foulée du sommet de Anchorage en Alaska, du sommet de Washington avec les sept leaders européens plus Zelensky, et Donald Trump parle de une des raisons pour laquelle il souhaite la fin du conflit en Ukraine. Vas-y Thomas. I want to end it. You know, we're not losing American lives. We're not losing American soldiers. We're losing Russian and Ukrainian, mostly soldiers. Some people, as missiles hit wrong spots or get lobbed into cities like Kiev and towns. But, you know, if I can save 7,000 people a week from being killed, I think that's I want to try and get to heaven if possible. I'm hearing I'm not doing well. Voilà, en fin de cette interview, il dit il partage un nombre de victimes russes et ukrainiennes par semaine et par jour, et il termine avec cette phrase où il dit j'entends que je souhaiterais aller au paradis. Donc Donald Trump qui parle comme ça, il n'a jamais parlé de lui. Quoique, il y a eu cet aspect au moment de la convention républicaine où il a parlé du côté miracle, qu'il a vu la mort avec la tentative d'assassinat à Butler. Mais là, il parle de manière complètement ouverte en disant, voilà, j'aimerais aller au paradis. Hein, d'habitude, il parle du prix Nobel. Là, c'est plus le prix Nobel, c'est le paradis. En expliquant que on me dit que j'ai pour l'instant peu de chances d'y aller. Et donc, ça me permettrait d'aller au paradis. Donc, il y a cette déclaration-là. Et vous allez voir comment cette déclaration-là, en plus de ça, elle est attisée par le camp Trump, le courrier que dans la foulée, les supporters de Donald Trump reçoivent. Hein, ça n'a pas été envoyé aujourd'hui comme dans certains médias sociaux, on veut vous faire croire. Ce courrier fou de Donald Trump, c'est pas un faux. C'est pas un faux. En expliquant à ses fans, mes amis, I want to try and get to heaven. Ok. C'est quand même extrêmement
particulier. Donc, en début de semaine, la communication de Donald Trump, c'était le fait qu'il voulait aller au paradis. Et donc, on est parti dans des tas et des tas d'analyses en se demandant pourquoi Donald Trump parlait de sa mort. Est-ce que c'était lié à ses problèmes de santé? Est-ce qu'il venait de prendre conscience de sa propre mortalité, etc., etc. Moi, je vais vous montrer comment TikTok, parce que voilà, cette émission est extrêmement sérieuse, comment TikTok a rebondi sur Donald Trump qui a affirmé qu'il voulait aller au paradis. Vas-y Thomas. Donald, you said on live television this week you wanted to get into heaven. Well, let's check the receipts. First line. You tried to fire Lisa Cook from the Federal Reserve, one of the smartest women on earth. Because, what, she didn't clap loud enough at your rally? Then you sent Susan Monares packing from the CDC like she was a part-time mall worker who showed up late for the food court shift. Next page, you told the Secret Service to step away from Kamala Harris. Step away? Donald, I invented protection. You don't strip security like you're repoing an Uber. And then there's the National Guard mess. Governor said, stay home. We don't want your soldiers marching in our backyards. And you still wave that fiery gavel like you were starting a parade. Donald, heaven has parades, but ours don't end in riot gear. So now you want me to roll out the golden escalator into the clouds? No, no, no. You don't tariff my angels, fire my saints, or evict my prophets, and then stroll in here asking for platinum membership. Donald, you say you want to get into heaven, but son, right now, even purgatory is saying, maybe not. Voilà, donc la conclusion, même au purgatoire, c'est même pas certain que l'on veuille de toi, mais en tout cas, il y a eu ça. Et dans ce contexte-là, il y a l'interview que J.D. Vance fait avec USA Today. Et cette interview de J.D. Vance va être prise, je vais vous donner mon analyse après, on va la voir, comme étant la preuve qu'il se passait quelque chose avec la santé de Donald Trump, parce que Vance y affirme qu'il est prêt à devenir président des États-Unis si quelque chose de horrible, de terrible arrive au président Trump, et que ces 200 derniers jours, c'est une interview faite avec Vance autour des 200 jours de la présidence, ça en fait 223, mais voilà, on n'est pas à une vingtaine près, et il explique que ces 200 jours ont été le meilleur entraînement possible. On va écouter J.D. Vance. And why should Americans trust you to lead the country? Well, I've gotten a lot of good on-the-job training over the last 200 days, but also say that the president is in incredibly good health. He's got incredible energy. And while most of the people who work around the president of the United States are younger than he is, I think that we find that he actually is the last person who goes to sleep. He's the last person making phone calls at night, and he's the first person who wakes up and the first person making phone calls in the morning. So yes, things can always happen. Yes, terrible tragedies happen. But I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term and do great things for the American people. And if, God forbid, there's a terrible tragedy, I can't think of better on-the-job training than what I've gotten over the last 200 days. Donc cette vidéo de J.D. Vance a été utilisée, y compris par certains médias et journalistes français, comme étant la preuve de quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne la prends absolument pas comme ça. Le scandale aurait été que J.D. Vance, lorsqu'on lui pose la question qui est quasiment habituelle, on a posé la même question à Kamala Harris parce que le président Biden avait 82 ans. Lorsqu'on lui pose s'il est prêt à devenir président des États-Unis, c'est pour ça qu'il a été sélectionné. On sélectionne lorsqu'on est un président, on va dire, voilà, mon colistier, c'est telle ou telle personne parce que je sais que telle ou telle personne sera prête au premier jour. Si Vance
À la question de « Est-ce que vous êtes prêt si jamais il arrive un malheur à Donald Trump à être président ?» S'il avait répondu « Non, pas du tout. J'ai pas fini d'apprendre. Je suis toujours le stagiaire du coin. J'ai pris trop de vacances. » Là, il y aurait un scandale. Il ne peut que répondre comme ça. Il ne peut que répondre comme ça. Sa réponse est tout à fait normale. J'ai pas eu le temps. J'aurais pu aller vous chercher dans les archives lorsqu'on a posé la même question à Kamala Harris et à travers les âges, la même question à n'importe quel vice-président. C'est la question bateau habituelle. Elle a essayé, la journaliste, de trouver un angle en lui disant « Mais pourquoi les Américains pourraient vous faire confiance ?» Et donc, il explique qu'il a eu ces 200 jours de formation, si vous voulez, aux côtés de Donald Trump. Mais c'est une question classique et une réponse classique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut écarter complètement ce qui est en train de se passer autour de J.D. Vance. On l'a vu, J.D. Vance est parti 8 fois en vacances depuis son arrivée. Et de manière évidente, accompagné à chaque fois par l'emoji que vous pouvez utiliser si vous l'avez dans le chat. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, indépendamment, et je vais vous donner aussi mon explication, peut-être je me trompe ou pas, mais indépendamment des problèmes de santé, il y a ces derniers temps une volonté de remettre Vance au centre de l'échiquier politique américain. Cette semaine, Vance a été de partout, y compris, et ça c'est intéressant, dans des situations où d'habitude c'était Donald Trump. Je vous explique. Vance, depuis son retour de vacances, a fait cette interview pour USA Today, interview presse-papier plus filmé pour les réseaux sociaux. Donc, on a les images là. Vance a fait une interview exclusive avec NBC pour la première émission, la plus grande en termes d'audience, d'information politique du dimanche matin. C'était dimanche dernier. Et puis, il a fait une énorme interview avec Will Cain, qui est un des journalistes ou un des animateurs de Fox News, qui est passé... c'est ce que fait maintenant Fox News parce que ça fait plus d'audience. Ils font des interviews et ils les diffusent en 2 parties, 2 soirs de suite. Hein. Ils ont pris cette habitude-là avec Donald Trump. Et donc, 2 soirs de suite, il a été sur Fox News. Donc, grosse présence médiatique cette semaine. Et au-delà de ça, présence sur le terrain. Et c'est là que je veux dire que d'habitude, c'est Donald Trump. On l'a vu partir dans le Wisconsin. Et en fin d'émission, d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Il est parti dans le Wisconsin pour aller défendre la politique de Donald Trump avec un énorme, pas de la même ampleur Donald Trump, mais avec un vrai meeting politique, avec du tas de monde derrière, les genres de choses où c'est d'habitude Trump qui irait le président sur le terrain. Et puis, vous l'avez vu, moi, quand je vois la photo de J.D. Vance en train de marcher dans Union Station, la gare de Washington, certes, on vous avait montré la vidéo de la manière dont il avait été accueilli et le rappel qu'il y avait un fauteuil qui l'attendait dans le coin. Mais cette vidéo-là, de lui triomphant, cette photo en noir et blanc publiée par la Maison-Blanche où il est encadré par Marco Rubio, XF et... Non, Marco Rubio n'est pas là. XF et le petit nasillon de service, là. le chauve. Stephen Miller. C'est typiquement le genre d'événement où ça aurait été d'habitude Donald Trump qui fasse ce genre de choses et qui soit mis en scène en train de venir libérer la gare de Washington, d'autant plus que l'administration Trump veut en prendre le contrôle en général. On doit avoir la première gare, c'est une première dans l'histoire des États-Unis, qui soit contrôlée par la Maison-Blanche. Voilà. Ça, pour moi, c'est plus intéressant que cette
cette question-là, de se dire, est-ce qu'il dit ça parce qu'il sait que Donald Trump... Non, il dit ça parce que c'est une question classique, à un moment qui est classique et qui correspond à la volonté de mettre en avant J.D. Vance pour préparer la suite. Et la suite, évidemment, c'est la succession de Donald Trump, qu'elle arrive dans 6 mois ou qu'elle arrive dans 3 ans. C'est la campagne qui s'annonce. La campagne qu'on va vous faire suivre à partir du mois de septembre, la campagne la plus importante de l'histoire des États-Unis pour sauver la démocratie américaine, cette campagne de 2026, des élections de mi-mandat, où justement, je pense que pour des raisons d'âge et de santé, on va économiser Donald Trump et c'est J.D. Vance qui va mener cette campagne des élections de mi-mandat. Donc, on prépare à ça. Je vous rappelle aussi cette rumeur qui existait autour de la convention républicaine en juillet dernier, que le deal avec les personnes comme Musk et Peter Thiel qui avaient financé la campagne de Donald Trump, c'était que Donald Trump gagnait l'élection de 2024. Grâce à ça, il échappait à la justice. Il avait la possibilité, donc ça c'est fait, la possibilité de s'enrichir. On sait qu'il a doublé, voire triplé sa fortune depuis 223 jours. Ça, c'est le véritable succès de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et que, avant les midterms, il laisserait sa place à J.D. Vance pour continuer la politique américaine et que donc ça serait J.D. Vance qui aurait ses 2 ans de président avant d'être candidat en 2026. Donc tout ça, c'est en garder en tête. Et c'est dans ce cadre-là que le Lincoln Project, justement, a ressorti cette vidéo où il s'adresse à Donald Trump en lui disant « Méfiez-vous de J.D. Vance ». Vas-y, Thomas. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention to be the next Vice President of the United States. Who has heard the poem called The Snake? On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. Take me in, O tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. I can't stomach Trump. I think that he's noxious. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But instead of saying thank you, that snake gave her a vicious bite. Fellow Christians, everyone is watching us when we apologize for this man. Lord, help us. I have saved you, cried the woman, and you've bitten me, heavens why? That he was fundamentally divisive, arrogant. You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. He's leading our political discourse to a very negative place. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. Might be America's Hitler, might be a cynical a-hole. You knew damn well I was a snake before you took me in. I'm a never Trump guy. I never liked him. JD, le snake, elle est folle. Donc elle est forte. Donc c'est Donald Trump. Il a l'habitude de raconter cette histoire dans ses meetings de ce serpent qui se retourne contre la personne qui l'a sauvé. Et donc là, c'est de dire, ben voilà ce qui est en train de se passer avec J.D. Vance. Et justement, on va parler 2 secondes d'héritier au pluriel. Parce que ce qui s'est passé ces derniers jours, cette espèce de dégradation dont nous avons tous été témoins de manière objective, au-delà des photos, lorsque vous êtes habitués, je vous rappelle que nous suivons le parcours de Donald Trump depuis 2015. Évidemment, Donald Trump de 2025 n'est pas celui de 2015. Si vous retournez, comme ça m'arrive assez souvent pour préparer des émissions, dans ses discours de 2015 où il était beaucoup plus articulé
que ce qu'il est maintenant. Physiquement, je ne vous parle même pas de la transformation de Donald Trump, mais vous allez me dire, c'est normal, il y a 10 ans d'écart. Mais lorsque l'on prend Donald Trump il y a 220 jours et maintenant, il y a un déclin visible chez Donald Trump qui est extrêmement important. On va en parler dans quelques secondes. Et le déclin de Donald Trump ces derniers jours, et on le sait par plusieurs insiders, je sais que Michael Wolff en a parlé sur son compte Instagram, et Michael Wolff reviendra ce mois-ci, en septembre. Abonnez-vous. Abonnez-vous, reviendra dans notre émission pour parler de beaucoup de choses. On va parler d'Epstein, mais pas que avec lui. Donc abonnez-vous, cliquez sur cette notification. Mais d'autres insiders politiques qui ont des accès, ça a toujours existé, ont des accès à la Maison-Blanche, nous expliquent, comme Rick Wilson nous explique sur CNN récemment, il y a quelques jours, que pour les élus de l'administration Trump, ce qui s'est passé les derniers jours, c'est une sorte de réveil soudain. C'est-à-dire que eux ont vu ça quasiment du jour au lendemain, en se posant la question, du coup, de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer quand il n'est plus là ? Et donc, ils considèrent que ce qui est en train de se passer, c'est la préouverture d'une nouvelle campagne pour déterminer qui va être l'héritier de Donald Trump. On sait que lorsqu'on lui a posé la question pour J.D. Vance, il a toujours été extrêmement prudent de la manière dont il en parle. Et donc, Rick Wilson explique que ce qu'on a vu dimanche, ce qu'on a vu mardi, cette espèce de 1h30, etc., de personnes qui ont fait des compliments à Donald Trump, c'est une initiative. Écoutez-moi ça. C'est une initiative de son cabinet pour dire on va lui remonter le moral parce que ce qui est en train de se passer, ces ennuis de santé l'ont complètement détruit, et surtout le fait que sur les réseaux sociaux, c'est devenu une véritable histoire dans certains médias aussi, pas les médias de référence New York Times ou Washington Post, mais ça devrait venir, en tout cas je l'espère. Et donc l'idée était de se dire on va tenter de lui remonter le moral. Si c'est vrai, c'est d'une tristesse absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire ok, aujourd'hui c'est qui l'héritier de Donald Trump? Hier soir, on a eu cette conversation avec Thomas, se dire est-ce que c'est J.D. Vance? J.D. Vance n'est pas aimé par la base MAGA. J.D. Vance n'est pas aimé par la base MAGA. Il y a Marco Rubio qui a des grosses intentions politiques, mais c'est pareil. Rubio qui fait tous les efforts pour dire je fais partie de MAGA, dans la réalité, Rubio n'est pas accepté par MAGA. Il y a quelqu'un comme Kristi Noem qui va vouloir être candidate pour les primaires. On va revoir le retour de Nikki Haley qui ne sera jamais soutenu par la base MAGA. Et dans la réalité, aujourd'hui, à part Don Jr., il n'y a personne qui peut satisfaire la base MAGA. Et en plus de ça, Wilson expliquait que c'est devenu une telle ressource financière, la marque Trump en politique. Ce n'est pas simplement de faire des lettres, mais de profiter de cette marque-là pour aller gagner des milliards de dollars sur la crypto-monnaie, etc., qu'ils ne voient pas les Trump dire non, mais on va donner à quelqu'un d'autre la possibilité d'ouvrir les portes du coffre-fort. Ce n'est pas possible. Et donc, il estime, et je trouve que c'est intéressant, je vais avoir ton avis, Thomas, là-dessus, il estime que Don Jr. serait en mesure, évidemment, de ne pas gagner une élection présidentielle,
parce que c'est un personnage extrêmement controversé, y compris sur toutes les rumeurs sur certains de ses excès. Je ne vais pas aller plus loin dans cette direction-là, mais de dire que c'est quelqu'un qui a réussi, et c'est le seul qui a réussi à exister aux yeux de MAGA, parce que c'est le problème du mouvement MAGA aujourd'hui, c'est que c'est Donald Trump and bust. C'est Donald Trump et personne d'autre. Ils sont allés all-in, si tu veux reprendre la phrase, sur Trump. Et c'est quelque chose qu'on a vu lors des élections de mi-mandat, du premier mandat de Donald Trump, où Trump n'est pas candidat. C'est une défaite large des républicains et une victoire des démocrates. Et c'est ce qu'on craint en 2026 parce qu'on ne vote pas pour Donald Trump. Il y a des gens qui ne votent que pour Donald Trump et qui ne vont voter que si Donald Trump est candidat. Et aujourd'hui, qui d'autre peut aller récupérer cette base-là? Même si, on en parlait hier soir, Thomas, et je vais après avoir ton avis, si Trump dirait « j'adoube, je apporte mon soutien à Vance », je ne suis pas persuadé que ces électeurs-là iraient se déplacer en disant « oui, mais c'est Donald Trump qui nous a dit de voter pour lui ». Je ne suis pas persuadé. Et évidemment, ne sais pas si Trump ferait ça non plus. Non, non, je pense pas. Et évidemment, Don Jr., c'est quelqu'un qui pourrait gagner une primaire, parce qu'une primaire, ce qui compte, c'est la base. Ce sont les gens qui vont aller faire la queue pendant une journée sous une tempête de neige pendant les primaires du côté de l'Iowa, comme on l'a déjà vu, en se disant « je vais aller voter pour mon candidat ». Et c'est grâce à la base que l'on gagne des primaires. Après, il faut élargir, et ça, c'est un autre problème. Donc, je voudrais t'écouter là-dessus, Thomas. Vance, c'est sûr, en plus, il a l'avantage de l'argent, comme tu disais, tout qui est Musk, Thiel, ce côté-là. Mais c'est ça le risque, en fait, tu mets tout ta parti politique derrière une personnalité, surtout une personnalité si elle est vraiment unique, Trump. On ne peut pas juste refaire Trump. Et des choses que les gens aiment et adorent de Trump, ça fait partie de ce personnage, la manière qu'il s'exprime, la manière qu'il est anti-politique, la manière qu'il fait ses rallyes, tout ça. Tu ne peux pas juste du jour au lendemain dire « Ok, je suis J.D. Vance, je vais commencer à parler comme Trump, à agir comme Trump pour faire plaisir à ces gens-là. » Donc c'est sûr que l'avantage est à quelqu'un comme Don Jr. qui a déjà joué cette carte, qui peut jouer cette carte et qui a le nom, le visage et tout ça. Trump, mais en tout cas, ça va être sanglant. Si tout le monde doit se battre, si Trump décide de ne pas mettre son soutien derrière quelqu'un, ou s'il n'est pas très clair, ou si voilà, il n'y a pas cette possibilité d'avoir ce moment-là, je ne sais pas. Et il y aura peut-être, en termes de chiffres, un voter turnout, donc peut-être on aura moins de personnes qui vont aller voter du côté républicain en 2028 qu'on avait vu en 2024, en 2020 ou en 2016. Ça sera peut-être un moment où il faudra raligner c'est quoi le parti républicain. Est-ce que ça continue dans la direction MAGA ou est-ce que c'est un MAGA bis ou quelque chose d'autre? Je ne sais pas, il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Ouais, et puis si on pense que des personnes comme Marjorie Taylor Greene vont laisser donner leur investissement qu'elles ont fait depuis des années sur ce mouvement-là, des personnes comme Tucker Carlson, je ne vois jamais un Tucker Carlson venir soutenir peut-être J.D. Vance, je ne sais pas, mais un Marco Rubio, par exemple. Je ne vois pas aussi en termes d'investissement un Elon Musk ou un Peter Thiel se dire bah, tiens, on va aller soutenir un Don Jr. Alors que aller soutenir un J.D. Vance, on connaît les connaissances. Hier, on parlait aussi de Kennedy Jr., de RFK Jr., qui est aimé par la base MAGA parce que voilà, il y a le côté, pour les tout qui est QAnon, il a le nom Kennedy, il y a le côté Maha, je vais aller faire du sport et tout ça. Mais je ne vois pas non plus, c'est un personnage qui ne peut pas gagner, à mon avis, une vraie élection face à un candidat. Il est trop niche, il est trop marqué, il est trop bizarre. Même ces questions de voix et tout ça, ça n'aide pas. Donc, non, mais ça va être extrêmement passionnant. Et puis, vraiment, cette campagne, elle va commencer au milieu de la semaine prochaine. Donc, vraiment, cette campagne 2026-2028,
Elle va commencer, mais la semaine prochaine, venez vous abonner. Il y a quelques jours, je vous disais que du côté des démocrates, on avait annoncé cette volonté d'avoir une mini-convention. Vous vous en rappelez, on vous en a parlé l'été prochain. C'est quelque chose qui est tellement une bonne idée que du coup, du côté des républicains, on a peur. Et Donald Trump a fait le lendemain, un message sur Truth Social en disant pour annoncer que les républicains auraient une mini-convention cet été. Donc voilà, abonnez-vous parce que tous ces événements-là, évidemment, on va vous les faire vivre en direct. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Voilà, merci tout le monde. On a dépassé les 41 444. On s'approche des 40 450 abonnés. C'est super. Allez-y. Venez. Nous sommes plus de 4 000 en direct. Venez nous voir. Venez nous apporter votre soutien avec un clic sur la clochette notification. Merci. Je vois aussi qu'il y a eu Marie-Manon qui est passée par Super Chat pour nous dire que voilà, les magas, ils peuvent choisir Nous Sommes. C'est très simple. Ils imitent bien Trump. C'est sûr qu'en ce moment... C'est la personne qui remplit ce poste-là. Bien vu, Marie-Manon. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci aussi depuis le côté de la Grèce. C'est Maria qui est passée par Super Chat ce soir. Merci, Maria. Merci beaucoup. Et tiens, il y a Olivier à l'instant avec un petit soutien maintenant média. Et merci pour tout ton soutien en permanence. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Toujours heureux de te voir avec nous dans le chat. Dans le chat. Et on est très, très bien dans le studio, Olivier. Parce que 870 pouces, je vois qu'Oli serait vraiment fier. On s'approche des 900 pouces. Allez-y. Les pouces, les inscriptions. Le titre de cette émission, est-ce que tu veux un jingle pour la vidéo? Non, c'est bon. Ok. Je fais attention, je suis prudent parce qu'après mon producteur, boum. Le titre de cette émission, c'est l'étrange silence. Jusqu'à présent, on n'a pas trop parlé de ce silence. Ce silence est un double silence. C'est le silence de la Maison-Blanche, évidemment, et le silence des médias. Je parle ici des médias qui font l'opinion, qui sont les médias de référence et qui refusent d'ouvrir le dossier de la santé de Donald Trump. Ils refusent de l'ouvrir alors que, comme je vous l'ai dit, c'est un dossier légitime, quelle que soit la couleur politique du candidat. Et on est face à un moment où il y a des questions. J'espère que mardi ou mercredi, lorsque Donald Trump se retrouvera à nouveau devant les médias, qu'un journaliste demandera pourquoi pendant 3 jours, on ne l'a pas vu. Ce qui n'est pas habituel, parce que je pense que la réponse en disant j'étais en train de travailler, il y avait beaucoup de choses à faire. Non, ce n'est pas habituel. Que la Maison-Blanche se taise, ça se comprend pour des raisons politiques. En fait, la Maison-Blanche a communiqué déjà sur ce sujet-là, et donc c'est intéressant, c'est le pourquoi cette volonté de la communication. On sait que la communication, on est le 17 juillet dernier, avec cette conférence de presse, puis cette lettre qui est publiée par Caroline Leavitt, ça arrive à 2 moments clés. On est 10 jours après la publication du mémo du FBI et du DOJ de Pam Bondi sur le fait qu'il n'y a pas de liste Epstein et que plus rien jamais sortira.
Donc à ce moment-là, c'est la panique générale au niveau de la Maison-Blanche et il faut trouver d'autres sujets. Est-ce que c'est dans ce cadre-là? Et puis cette conférence, elle arrive 48 heures ou 24 heures après la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, où le monde entier a vu les chevilles de Donald Trump. Et ces images-là arrivent suite à une succession d'images où on a vu Trump avec des difficultés à marcher. Il n'arrive plus à marcher en ligne droite, où on pense on a vu des photos de lui de dos au sein de dans ce qu'était le Rose Garden avant sa destruction, où on voit qu'il porte un appareillage au niveau de ses mollets. Donc ça arrive à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on va écouter Karoline Leavitt qui confirme les problèmes de santé de Donald Trump. Vas-y. Additionally, recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. This is a well-known and benign side effect of aspirin therapy. And the president remains in excellent health, which I think all of you witness on a daily basis here. So the president... Voilà, donc elle explique que Donald Trump souffre d'insuffisance veineuse chronique, que c'est une maladie bénigne, d'où les problèmes au niveau de ses jambes, et puis que les légères marques sur sa main, et on a vu que ce ne sont pas des marques qui sont légères par moment, les légères marques sur sa main, ça vient du fait que Donald Trump serre beaucoup de mains et en plus de ça prend de l'aspirine. Il suit une thérapie sous forme d'aspirine, ce qui veut dire aussi des problèmes cardiaques. On va en parler parce que c'est la raison pour laquelle Donald Trump prend de l'aspirine au quotidien. Et donc elle explique que c'est lié. C'est lié à tout ça, mais que sinon, il va très bien. Et elle publie, suite à cette conférence de presse, une lettre du médecin de Donald Trump qui confirme tout ce qu'elle vient de dire. On va voir la lettre officielle et qui se termine par, en résumé, on va voir la dernière ligne, le président Trump est dans un état de santé excellent. Pas bien, excellent. Et évidemment, tout ça, il faut le prendre avec précaution, surtout lorsque cela vient du côté de Karoline Leavitt. On ne va pas refaire le parcours, mais on va être extrêmement, extrêmement prudent. La petite parenthèse et le côté ironique, c'est que depuis ce moment-là, on ne parle plus de ce qui arrive à Donald Trump. Mais les marques à ses mains, main droite et main gauche. Donc cette idée qu'il défend d'avoir que c'est lié parce qu'il serre énormément de mains devient de plus en plus difficile lorsqu'on voit ces images de sa main gauche qui a les mêmes symptômes. Tout à l'heure, je vous ai montré une photo également prise à la Maison-Blanche en haute définition qui permet de voir les deux mains de Donald Trump et on voit que il a ces problèmes-là. Regardez, il a des traces d'hématome sur l'autre main. Ça devient tellement difficile que, ironiquement, le jour où la Maison-Blanche souhaite, un des organes de la Maison-Blanche souhaite souhaiter, c'était il y a quelques jours, un bon anniversaire à Karoline Leavitt. On va voir le tweet original. Donc, c'est le 24 août dernier. C'était donc voilà une photo d'elle en train de marcher avec Donald Trump. Joyeux anniversaire à l'extraordinaire secrétaire porte-parole de la Maison-Blanche. Excusez-moi, on va aller voir la photo. Ça a dû être Trump qui se croise les bras comme ça. Parce que, regardez... On voit que sur cette photo, sa main, encore une fois, maquillée. Et ça se voit. Exactement. Donc, on voit que ça
commence à devenir embarrassant pour la Maison-Blanche. On n'est même plus capable de trouver une photo officielle de Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les 2 dernières photos de Donald Trump publiées par la Maison-Blanche, une, c'est une photo ancienne, l'autre, c'est une photo en noir et blanc qui permet peut-être de limiter cet impact-là, excusez-moi. Et donc, c'est un véritable problème aujourd'hui pour la Maison-Blanche, mais on continue à ne pas en parler. Les médias aussi refusent de communiquer, du moins d'enquêter sur ce sujet, alors que l'on devrait enquêter sur ce sujet. Par exemple, cette excuse, je vais vous donner mon avis, cette excuse de Donald Trump à des marques parce que il serre la main. Peut-être, lorsqu'il rencontre Emmanuel Macron, et d'ailleurs certaines des photos des hématomes sont liées à des visites, suivent des visites d'Emmanuel Macron, sont peut-être liées à ça. Parce que vous connaissez cette espèce de tradition complètement folle où ils font leur handshake battle violent. Et d'ailleurs, lorsque des médecins extrêmement qualifiés ont vu cette photographie de Macron et Trump en train de poser, regardez la pression, les deux qui se mettent l'un sur l'autre à ce moment-là, ils se disent oui, chez une personne âgée qui en plus prend de l'aspirine, ce genre de scène peut laisser des traces. N'oubliez pas les vidéos où ils commencent comme ça, ils se rendent... Vraiment, il y a une séquence de plusieurs secondes assez agressive. Donc là, je veux bien l'entendre. Mais à part une visite à Paris, le Vatican et la visite de Macron aux États-Unis, on a du mal à remplir le calendrier, d'autant plus que, et c'est grâce, et cette fois-ci, vous voyez, il n'y a pas que des côtés négatifs aux réseaux sociaux, il y a le côté de crowdsourcing, c'est-à-dire quand énormément de monde se met à travailler, on est en train d'avoir des enquêteurs en herbe, si vous voulez, qui vont passer à travers des bases de données photographiques comme d'agences pour des photos de haute définition. Et on se rend compte qu'il y a des tas de moments qui nous avaient échappé où Donald Trump, en fait, camouflé, parce que la réalité, c'est que s'il a des bons... et la Maison-Blanche en a bien évidemment vraiment des artistes en maquillage, cela ne devrait jamais apparaître. Et on se rend compte que, par exemple, personne ne l'avait vu que le 20 janvier dernier, au moment de son discours d'investiture, Donald Trump avait les mains maquillées pour cacher des marques. Hein, tu dois avoir la photo quelque part. C'est en train... Voilà, non, c'est juste moi. Voilà, donc ça, c'est le 20 janvier. Vous voyez, on est dans le congrès. On ne l'avait pas remarqué, c'est sûr. On ne l'avait pas remarqué. Et au-delà... C'est mieux maquillé, là. Au-delà du maquillage, oui, c'est mieux maquillé. Au-delà du maquillage, il y a d'autres symptômes qui inquiètent, qui sont les gonflements de ses doigts et certaines autres marques au niveau des veines. On s'est même rendu compte que, en fait, il y a des photos de Donald Trump lors de son premier mandat. Où il y a une série de marques et de cicatrices sur sa main droite. Sur cette photo-là, par exemple, lorsqu'il est reçu par Obama, je vous laisse juste une seconde apprécier la couleur et la pose de Donald Trump qui veut montrer qu'il est là et ça va plus rigoler Je suis sérieux. On se rappelle que son discours d'investiture, le titre, c'était The American Carnage, le carnage américain. Voilà, donc il n'est plus là pour rigoler. Et donc, dans cette photo, lorsque les agrandissements ont été faits sur des photos en haute définition, je pense qu'on l'a là, vas-y Thomas, on voit que sur sa main,
il y a des traces de cicatrices qui sont là. Donc, c'est quelque chose qui remonte à un moment. Donc, l'excuse de serrer des mains, je vous dis, elle fonctionne par rapport à Macron, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'Emmanuel Macron qui existe. Il n'est pas là le 20 janvier, donc c'est pas la réponse. Mais c'est une réponse que je veux bien entendre dans un cadre très particulier. Ce cadre très particulier, et Donald Trump en parle dans un article qui a été publié par le journal Esquire en 2024, et le journaliste est témoin de ça. Donald Trump, et je pense que tu t'en souviens, Thomas, lorsque nous étions à ce meeting en 2015, Donald Trump, c'est une rockstar. Oui. Et il a une partie de ses fans, de ses supporters, qui ont cette relation, alors quand on vous parle de culte XXL, qui ont cette relation avec lui. Et lorsque Donald Trump est là, ils perdent le contrôle. Et donc, le journaliste raconte ces moments où le Secret Service doit intervenir. Tout à l'heure, on a vu le Secret Service qui dit « not touching »,« don't touch », donc ne le touchez pas. De moments où on lui serre tellement fort les mains que le Secret Service doit intervenir pour séparer la main de Donald Trump à la main d'une fan, ou que alors il se fasse, et aussi d'autres exemples où il se fait griffer par des supporters qui sont tellement excités de le voir. Je veux bien croire ça. Je veux bien le croire. Mais le problème, c'est que ça fonctionne lorsque Donald Trump est en campagne. Mais depuis qu'il est à la présidence, combien il y a eu d'événements dans ce style? Et justement, un des derniers événements publics de Donald Trump, lorsqu'il est allé récompenser les cadets de l'école militaire de Pony... Point, oui. Ouais. Mais non, t'as dit Pony. Ouais, non, c'est pas Pony, c'est Point. West Point, les cadets, donc les cadets militaires de West Point. La tradition, on l'a vu avec Biden, on l'a vu avec Trump 1, on l'a vu avec Obama, c'est de serrer la main et de féliciter un par un tous les cadets, les diplômés qui vont devenir des hauts gradés de l'armée américaine. La dernière fois que Trump y est allé, il n'a serré la main à personne, ce qui laisserait entendre que peut-être il a un problème avec la main. Et ça, quand je vous dis, je vous pose la question, c'est avec un regret. Autant je comprends le silence de la Maison-Blanche qui ne veut pas communiquer là-dessus, autant je ne comprends pas le silence des médias qui ne veut pas enquêter là-dessus. Parce que rien que toutes ces pistes que je viens de vous donner mériteraient d'être une véritable enquête de la part de médias de référence américaines. D'autant plus qu'il y a d'autres signes. On vous a parlé des mains, on vous a parlé des chevilles, mais ces derniers temps, Donald Trump, lorsqu'il y a eu des événements publics, pas à tous, mais fréquemment, Donald Trump a du mal à rester éveillé. Il a du mal à rester éveillé. On va voir quelques vidéos où vous allez voir Donald Trump, on l'a vu au moment de son procès, mais on se disait le procès, ça durait plusieurs heures. Ouais. Jesse Watters nous avait expliqué que Donald Trump était comme un animal. Il avait besoin du soleil, il avait besoin de l'air libre. Tu t'en rappelles de cet extrait vidéo? Jesse Watters, il nous a dit des choses. Exactement. Mais on voit sur différents meetings ou différents voyages officiels. Donc vas-y Thomas, montre-nous une vidéo. Ça, c'est le 30 juillet. Il est président. Et il a du mal. Et il a du mal. Et il n'y a pas d'arrêt sur l'image. Il a vraiment du mal. Et ce n'est pas le seul moment. Vas-y, montre-nous d'autres. Regardez, là, ça continue. Très lentement. Les yeux. Ce ne sont pas des images truquées. Regardez ça. Ouais. On sent l'ennui, hein. On sent l'ennui.
On a, vas-y, c'est parce que ceux-là, elles sont assez récentes. Non, mais vas-y, dans l'autre que tu veux. Donc là, on est le 26 août, à côté de Hegseth. Donc ça, c'était il y a quelques jours, là, pendant ces 3 heures, je suis super en forme. Tiens, si tu nous montrais les images de son voyage en Arabie Saoudite. Alors peut-être c'est le décalage horaire, mais on va voir ces images-là. Hein, vous voyez les difficultés de Donald Trump à rester éveillé. Il est vraiment enfoncé dans le fauteuil là en plus. Ouais. Entre la bouche, tout. Ouais. Non. Là, il a du mal. Là, il a vraiment du mal. Il n'est pas là. Et puis, on va voir cet autre meeting sur l'énergie. Pas l'énergie façon on fait des bons de partout, mais l'énergie, pour le coup, pétrolière. Vas-y, Thomas. Hein, donc là, vous voyez, pareil. Donc, c'est peut-être ce qu'on appelle sa resting face. Je n'en sais rien. Donc, on voit aussi... Hein, cette espèce de masque de maquillage où de il est gonflé, plus en plus épais pour cacher effectivement gommer les traits, hein, pour essayer de gommer au maximum. Donc ça, c'est aussi une réalité lors de ses dernières interventions publiques, hein, son maquillage qui est devenu de plus en plus fort. Et c'est tellement un sujet, toutes ces images qu'on est en train de vous montrer, ça, elle n'est pas sympa, c'est tellement un sujet que, encore une fois, il faut aller chercher du côté de la presse à l'extérieur des États-Unis pour qu'on en parle. Là, c'est du côté de la presse irlandaise, en disant que on se demande, donc c'est les dernières images qu'on vous a montrées, où on se pose des questions sur le fait, est-ce que Donald Trump va bien? Est-ce qu'il est drogué à ce moment-là parce qu'il est sous un traitement, parce qu'il n'arrive pas à garder les yeux ouverts. C'est après ce meeting-là, on voit, mais regardez, même quand il ouvre les yeux comme c'est petit et qu'il n'arrête pas de fermer les yeux, c'est vraiment inquiétant. Non, et ce qui est inquiétant aussi, c'est que il faut aller chercher du côté irlandais. Pourquoi on en parle? Pourquoi ces images-là ne sont pas diffusées sur les médias généralistes? Et pourquoi, du côté du New York Times, du Washington Post, on ne se dit pas 1 + 1 + 1 + 1? On a quelqu'un qui a les chevilles enflées. Alors oui, c'est peut-être c'est son insuffisance veineuse chronique. Il y a les marques aux mains, où on se rend compte que, côté excuse, ça fluctue de « c'est lorsqu'il serre les mains » à « c'est parce qu'il prend de l'aspirine ». On va en parler dans quelques secondes. Mais donc, on se rend compte que rien que là, il y a 2 excuses différentes. Et il y a ce genre de moment où Donald Trump n'arrive pas à rester éveillé, ou en tout cas lutte pour rester éveillé. Rien que cet ensemble de raisons justifierait de sortir de cet étrange silence et se dire qu'est-ce qui se passe? D'autant plus qu'on sait que on essaye du côté de la Maison-Blanche de nous vendre les symptômes visibles, parce qu'évidemment on n'a pas accès à Donald Trump, donc les symptômes visibles de Donald Trump comme étant dans une espèce de package d'une seule maladie. Il y a cette source d'information médicale aux États-Unis qui s'appelle STAT, S-T-A-T, qui a fait il y a quelques jours un papier sur ce sujet-là. Et pour le coup, et c'est rare, ils sont allés interviewer peut-être la personne qui est la plus qualifiée en termes d'insuffisance veineuse chronique pour savoir si les marques que Donald Trump a sur sa main correspondent à son
problème de santé? Et la réponse est claire, non. La réponse est claire. On va voir donc le spécialiste en question, c'est Peter Henke, qui a été l'ancien patron du American Heart Association, donc qui est l'association des maladies cardiaques et de tout ce qui est maladies vasculaires. Et la réponse, non, ce n'est pas lié à ça. Ça peut être lié à de la prise d'aspirine, on va en parler, mais regardez, hand bruising has nothing to do with venous insufficiency in the legs. Donc, cette espèce de volonté de la part de la Maison-Blanche de dire tout ce que vous voyez, c'est la même chose, c'est faux. Donald Trump a différents symptômes pour différentes maladies. Et donc, justement, cette idée que Donald Trump utilise de l'aspirine, c'est une piste, encore une fois, que les médias américains refusent d'explorer. Déjà, on vous explique, du côté de la Maison-Blanche, du côté du médecin de Donald Trump, et du côté de Caroline Leavitt, que ce qui se passe, et on peut revoir la lettre parce que le terme est extrêmement intéressant, déjà c'est la manière dont on qualifie les marques. Alors soit dans la qualification on ment, soit l'état de Donald Trump s'est aggravé parce qu'on vous explique qu'il y a minor bruising in the back of the hand. C'est ce que va dire Caroline Leavitt, où elle dit, voilà, il y a des marques extrêmement légères. On vous a montré les bleus de Donald Trump qui prennent désormais toute la main et qui restent plusieurs jours. C'est difficile de dire c'est quelque chose de mineur qui est à peine visible. Hein, quand ça prend toute la main, on en est loin de ça. Et donc, de nous dire, quand il y a ces symptômes mineurs, c'est quelque chose de classique avec la prise d'aspirine. Oui, mais on n'est plus dans ce thème-là. Et quand on va regarder les informations que l'on a déjà sur le traitement par aspirine, vous allez voir que c'est un traitement qui est extrêmement controversé aux États-Unis, hein, en nous expliquant qu'il est controversé en termes de santé parce qu'il y a des vrais risques en termes d'effets secondaires. Donc, il y a un véritable danger. Et donc, en retour de ça, on se dit que, OK, il y a des risques, une réalité comestique. Et si Donald Trump accepte de se dire « Ok, ça va faire ses marques sur mes mains », c'est qu'il a vraiment pas le choix. Besoin, il n'a pas le choix. Sinon... Il n'aurait jamais accepté ça. Exactement. Il n'aurait jamais accepté de prendre ce genre de produit qui fasse cet effet. Et là, en plus, on est arrivé à un moment où les symptômes, vous savez qu'il y a différents niveaux dans des effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont classiques, qui sont bénins, que la plupart du monde a. Mais après, il y a ce qu'on appelle les effets sérieux, les effets secondaires sérieux. Ceux qui font que c'est mieux, si c'est possible, d'arrêter le traitement, mais en tout cas, on peut partir en termes d'hospitalisation. Et donc, lorsqu'on regarde les effets secondaires sérieux en termes de traitement à l'aspirine, on se rend compte que le peeling skin et le red blistered skin, c'est-à-dire vraiment des dégâts désormais sur la peau. Il y a une photo, je ne me rappelle plus si c'est la photo qui est en HD, Thomas, où on voit qu'au-delà, c'est peut-être la photo HD de sa main. Voilà, on voit, c'est exactement ça là, on voit que désormais, il y a, au-delà du maquillage, il y a ces espèces de rougeurs qui sont là désormais. D'accord ? Et ça peut être considéré comme un problème, un effet secondaire. Et donc, ça mériterait, je ne suis pas médecin, ça mériterait
pour le coup, une véritable enquête des non. médias américains pour savoir est-ce qu'on se retrouve, regardez, lorsqu'on vous explique, lorsque vous prenez de l'aspirine, traitement à l'aspirine, et que vous avez des mains et des pieds qui enflent, c'est sérieux. Ça mériterait une enquête. Surtout qu'il y a un autre élément qui devrait nous intéresser. Cet élément, il est simple. Pourquoi Donald Trump utilise ce traitement à l'aspirine si c'est un traitement qui peut potentiellement être dangereux, mais qui surtout crée ces effets-là, qui sont contraires à l'image que Donald Trump, homme fort, veut publier en permanence. C'est parce que Donald Trump a des problèmes cardiaques. Donald Trump a des problèmes cardiaques. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Je vous en parle tout de suite après. « 41 450 abonnés, c'est fantastique. Merci, bienvenue. Bienvenue si c'est votre première fois. Bravo merci, tout le monde. Merci d'être là avec nous. 41 450 et 900 pouces dépassés. Énorme. Cody va être très content. Merci beaucoup à tout le monde qui est là avec nous. Et merci aussi à Annie qui est passée par Super Chat. Merci beaucoup Annie, très souvent avec nous. Merci Annie. Et il y a Pura Vida qui était là aussi la dernière fois, qui nous dit le après Donald Trump est presque aussi flippant. Oui, c'est rigolo d'un côté de parler de tout ça, de se dire « Ah oui, mais en fait, il y a cette personne-là, il y a cette personne-là. » Mais c'est certain, il y a beaucoup d'inconnus. Mais en tout cas, on sera là pour l'après, le pendant, le maintenant. Nous sommes là, abonnez-vous. On est all-in. Nous sommes all-in aussi, oui. On est all-in. Nous sommes all-in. Il y a quelque chose? Sticker, peut-être? Oui? Non? On verra. Allez. C'est reparti? Ou il faut... Non, on est reparti. On va retourner maintenant en 2018. En 2018. Et en 2018, la confirmation, en fait l'information, parce qu'on ne savait pas, que Donald Trump, 1er février 2018, que Donald Trump a une forme qui est assez classique de maladie cardiaque. Et donc, c'est par rapport à ça que Donald Trump, entre autres, il doit prendre d'autres choses, parce que la réalité, c'est que lorsque, par exemple, et c'est ça ce qui est extrêmement intéressant, lorsque, par exemple, la Maison-Blanche publie une lettre en disant « Regardez, on est l'administration de la transparence parce qu'on vous explique le nom de la maladie qu'a Donald Trump et pourquoi il a des marques sur la main », il se passe deux choses qui sont extrêmement intéressantes. La première chose, c'est que la lettre ne donne aucune information sur les traitements donnés à Donald Trump. Parce que, évidemment, les traitements donnés à Donald Trump permettraient de déterminer la gravité et la nature complète de la maladie de Donald Trump. Donc, d'un côté, on fait cette opération de communication transparence, mais dans la réalité, on ne donne pas les informations nécessaires. Et ce qui est encore le plus troublant, c'est que, à ce moment-là, les quelques journalistes présents, et depuis d'autres hebdomadaires qui ne sont pas ces grands hebdomadaires qui n'enquêtent pas, mais par exemple de Daily Beast, dont je vous parle assez souvent, sont revenus vers Caroline Leavitt en disant « Est-ce qu'on pourrait interviewer le médecin de Donald Trump, celui qui a signé cette lettre que je vous ai présentée ?» Et évidemment, la réponse de Caroline Leavitt, c'est « Ah oui, c'est une très très bonne idée. » Je pense qu'on a même la réponse là, en expliquant « Ah, ben c'est très certainement quelque chose qu'on pourrait organiser. On n'a rien à cacher. » Ouais, voilà. Ça c'était le 17 juillet. Ah, ok.
On est le 30 août. Ils sont toujours en train de look into it. Et il n'y a aucun document, aucune information précise et aucune interview qui a été donnée. C'est aussi un signe, encore une fois, quelle que soit l'administration, quel que soit le pays, quelle que soit la couleur politique, c'est le signe d'une administration qui refuse de communiquer. Donc il y a cette position d'étrange silence. Et rien que ça, encore une fois, c'est une raison supplémentaire lorsque vous êtes un grand média américain avec des moyens d'enquête, d'enquêter sur le sujet. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la lettre officielle en disant « Mais regardez, on nous explique que le président va très bien, que oui, il a une maladie bénigne, qui est cette insuffisance veineuse chronique, mais on n'a aucune information sur le traitement. » Et depuis quand Donald Trump a cette maladie-là? Parce que, comme toutes les maladies, c'est des maladies qui peuvent évoluer. Et donc, on sait que, bon, si c'est récent et que c'est pris rapidement, c'est limité. Mais si Donald Trump est atteint de cette maladie depuis 5 ans, l'état de l'évolution de sa maladie n'est pas la même. On n'a pas cette information-là. Et les médias américains ne demandent pas ces informations-là. Ne demandent pas ces informations-là. Et quand on retourne à 2018, effectivement, vous allez voir, on a les mêmes raisons, encore une fois. Donc, on a une communication sur le fait que Donald Trump a des problèmes, a une forme commune, habituelle de maladie cardiaque. Et on va rentrer dans les détails en expliquant, voilà, c'est quelque chose d'assez commun et qui est attaché, donc c'est en 2018, à un risque modéré de crise cardiaque dans les prochaines 3 à 5 années. C'était en 2018. Donc, on nous informait qu'il a une maladie qui fait qu'il y a ce risque-là. Dans les 3 à 5 prochaines années, c'était il y a 7 ans. On va continuer dans l'exploration parce que le fait, c'est que lorsqu'il y a cette conférence de presse du médecin à l'époque de Donald Trump, qui est en plus un médecin qui est devenu un élu depuis au Texas et qui a une histoire extrêmement intéressante. Dû finir n'importe où, mais pas élu. Ah ouais, il a été même... il y a eu des enquêtes sur lui, sur le trafic de médicaments, narcotiques, etc., etc. Mais bon, en tout cas, ça a été le médecin de Donald Trump pour nous expliquer que jamais personne n'avait été autant en forme que Donald Trump. On sait qu'il a menti sur sa taille, on sait qu'il a menti sur son poids, etc., etc. Et donc, il a donné les résultats de ce qu'on appelle un coronary calcium CT scan, qui est un examen. Et cet examen vous donne une note, et lorsque vous avez plus de sang, ça veut dire que vous êtes à risque pour un problème cardiaque. D'accord? Et ce score, c'est on mesure le taux de plaque que vous avez dans vos artères. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en 2018, c'est ce qu'on voyait dans le document avant, lorsque on communique du côté de la Maison-Blanche sur ce score de 133 pour Donald Trump, à partir de 100, c'est problématique, il a 133. Encore une fois, on promet que les documents qui vont accompagner, qui vont permettre à des médecins de voir la véritable ampleur des problèmes, va accompagner cette information-là. Ces documents ne sont jamais publiés, jamais partagés. Les autres informations qui sont favorables à Donald Trump, elles vont être documentées. Sur son problème de santé cardiaque, elles ne le seront jamais. Et donc, on voit que ce qui est vraiment intéressant chez Donald Trump, c'est que en 2009, il avait 34. En 2013, il avait
98. Énorme changement. Et en 2018, il a 133. Malgré les traitements. Malgré les traitements. Ce qui veut dire qu'il a une maladie cardiaque, un état cardiaque qui s'empire année après année. On est passé de 30 à 133 en 10 ans. 2009, 2018, 9 ans même. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que aujourd'hui, personne ne parle de la situation cardiaque du président des États-Unis et que ça fait partie de cet étrange silence qui justifierait qu'un média américain se dise on a les photos et la confirmation de la Maison-Blanche de son insuffisance veineuse chronique qui est normalement bénigne, mais qui peut arriver à des problèmes extrêmement graves. On a les marques sur ses mains. Est-ce que c'est parce qu'il serre les mains ? Il y a des marques sur ses mains gauches. Sur sa main gauche, il y a des marques sur sa main gauche. Il y a l'excuse de l'utilisation d'aspirine. OK ? Acceptons ça. Mais ça veut dire quoi ? Pourquoi il utilise l'aspirine ? Parce qu'il a des problèmes cardiaques. Ah bon ? Oui, on le sait depuis 2018, où en 2018, on a prouvé qu'en 10 ans, son état s'était empiré. Son état s'est empiré. 7 ans plus tard, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Et pourtant, là aussi, un grand et un étrange silence. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission, au-delà de vous raconter les raisons de la rumeur, de revenir sur Internet, de revenir sur cette étrange absence de Donald Trump, qui est un fait. Il n'est pas apparu devant les caméras pendant 3 jours, de me demander, de nous demander, de vous demander pourquoi. On comprend évidemment du côté de la Maison-Blanche, mais pourquoi aujourd'hui, personne n'enquête sérieusement sur la santé de Donald Trump.